Aujourd'hui, notre exploration approfondie s'attaque à un document qui, à première vue, n'a rien d'un roman à suspense, mais qui détient pourtant le pouvoir littéral de faire basculer un destin. C'est joliment dit. Ouais, on se plonge dans l'édition de référence de 2001 du Guide officiel français de formation aux premiers secours. Et le point de départ de ce livre, en fait, il est d'une clarté redoutable. Il dit que n'importe qui, à partir de 10 ans, peut apprendre à sauver une vie. Dès 10 ans, oui, c'est fou quand on y pense. Totalement. Et la mission de cet ouvrage, et du coup de notre discussion aujourd'hui, c'est d'analyser comment une simple série de pages arrive à prendre un citoyen ordinaire, souvent tétanisé par la peur face à un accident, pour le transformer en un maillon indispensable, un maillon froid et clinique de la chaîne de survie. Bon, décortiquons un peu ça. Allons-y. On a tous en tête cette scène tragique. Quelqu'un s'effondre dans la rue, autour c'est la panique, les regards affolés, et surtout cette sensation glaciale d'impuissance. Et c'est vraiment le cœur du problème abordé par ce manuel. L'instinct humain face à une urgence, c'est d'abord le chaos émotionnel. En fait, le cerveau reptilien prend le dessus, on se fige, ou pire, on se précipite pour faire n'importe quoi en pensant bien faire. Ouais, l'enfer est pavé de bonnes intentions, quoi. Exactement. Du coup, l'ouvrage ne se contente pas de juste lister des gestes médicaux. Il propose une véritable philosophie de l'action pour court-circuiter cette panique. C'est un peu un mode d'emploi pour le cerveau, en fait. C'est ça. Il s'agit d'imposer un algorithme mental infaillible, une structure logique pour remplacer l'émotion par la mécanique. Cette mécanique, elle commence par une consigne qui semble totalement, mais alors totalement, aller à l'encontre du bon sens ou de notre instinct de héros. Si une voiture est en flammes ou si quelqu'un gît sur une route, l'impulsion viscérale, c'est de courir vers la victime. C'est naturel. Bah oui. Or, la toute première règle imposée par le livre, c'est un arrêt brutal. Il faut d'abord ne rien faire pour la victime et penser à soi. C'est la fameuse phase de protection. C'est l'étape numéro 1, non négociable. Ouais, ça me fait penser, tu sais, on se croirait presque dans un avion de ligne avec la consigne du masque à oxygène. On met le sien d'abord avant d'aider son voisin. L'analogie est parfaite, vraiment. Se sécuriser soi-même, c'est la condition sine qua non pour aider autrui. L'approche de la zone de danger exige une prudence presque paranoïaque en fait. Paranoïaque à quel point? Il faut scruter un environnement avant même de poser les yeux sur la personne au sol. Parce que la cause de l'accident est peut-être toujours active. Tu vois, un câble électrique haute tension arraché, une nappe de gaz, un véhicule qui arrive à pleine vitesse. Ce que le manuel appelle le risque de suraccident. Voilà, le suraccident, c'est l'hantise des secours. Et les directives sont d'une précision militaire là-dessus. Par exemple, sur une autoroute, il ne s'agit pas juste de mettre ses feux de détresse. Le guide insiste sur le fait de garer son propre véhicule bien en amont, de faire passer tous les passagers derrière les glissières de sécurité et d'installer un triangle de balisage à une distance de 150 à 200 mètres. Ce qui est énorme quand on essaye de l'imaginer. Ah mais ça paraît démesuré. 200 mètres, Courtis. Marcher 200 mètres sur le bord d'une route, c'est long. C'est très long, oui, mais c'est purement mathématique. Quand on y pense, à 130 km/h, une voiture, elle parcourt plus de 35 mètres par seconde. Ah ouais, 35 mètres par seconde. Ah, quand même. Du coup, ces 200 mètres ne représentent finalement que 5 ou 6 secondes de réaction pour un conducteur distrait. C'est vital. C'est fou de voir ça sous cet angle. Et c'est dans ce contexte de danger extrême qu'apparaît une notion très controversée pour le grand public, le fameux dégagement d'urgence. Ah oui, le dégagement d'urgence. Le manuel dit que si le danger est vital, immédiat et impossible à contrôler, genre un incendie qui se propage, il autorise à attraper la victime par les poignets ou les chevilles et à la traîner de force sur le sol pour l'extraire. C'est brutal, oui. C'est justement le point qui me fait le plus tiquer, honnêtement. N'est-ce pas d'une violence inouïe? Traîner quelqu'un sur l'asphalte par les chevilles, surtout s'il y a une suspicion de fracture de la colonne vertébrale, ça contredit absolument tout ce qu'on entend depuis toujours sur le fait de ne jamais bouger un blessé. Ce qui est fascinant ici, c'est de comprendre la hiérarchie de la survie établie par la médecine d'urgence. Le dégagement d'urgence, c'est vraiment une manœuvre de la dernière chance. Donc on sacrifie la règle d'or? Exactement. Certes, c'est brutal et oui, cela risque fort d'aggraver une lésion existante ou dramatiquement de rendre une personne paraplégique, mais le postulat du manuel, il est irréfutable. Une blessure grave, même irréversible, est infiniment préférable à une mort certaine. Vu comme ça, le choix est vite fait. L'esthétique du geste médical disparaît face au pragmatisme brut. Et surtout, la priorité absolue, c'est de s'assurer que le sauveur ne meurt pas avec la victime. Un sauveur foudroyé par le même arc électrique que la victime ne sauvera personne. Il ajoutera juste un cadavre à la scène. C'est très froid, comme logique, mais implacable.
Et en parlant de protection à grande échelle, le livre fait aussi un rappel super intéressant sur les signaux d'alerte aux populations. Ces fameuses sirènes qu'on entend parfois pour des tests le premier mercredi du mois. Oui, le signal national d'alerte. Le manuel rappelle que si une sirène module pendant 3 cycles consécutifs d'1 minute, qui sont séparés par de courts silences de 5 secondes, c'est pas pour signaler un banal accident. C'est l'annonce d'un danger imminent et massif, comme un nuage chimique par exemple. Déjà, la doctrine change complètement. La protection ne consiste pas à fuir, mais à s'enfermer. Il faut se calfeutrer à l'intérieur. Fermer les portes, les fenêtres, couper la ventilation. Tout à fait. C'est le confinement en fait. La protection varie selon la menace, mais elle reste toujours l'étape fondatrice. Sans sécurité, il n'y a juste pas de secours possible. Bon, imaginons que la zone soit sécurisée. Le danger est écarté ou confiné. Le deuxième instinct naturel se réveille alors, c'est appeler à l'aide. Et là encore, l'approche est très codifiée. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Le manuel ne dit pas juste « appeler les secours ». Il modifie complètement le statut du témoin. Celui qui appelle devient littéralement une extension des services médicaux, leurs yeux et leurs oreilles sur le terrain. C'est le principe même de ce qu'on appelle la chaîne de survie. Une chaîne, elle n'est solide que si son premier maillon tient bon. Le meilleur médecin à l'hôpital avec tout son matériel sophistiqué, il est impuissant si personne ne l'informe correctement au départ. D'où l'importance de savoir qui appeler. Absolument. Le guide détaille les numéros vitaux parce que sous l'effet du stress, je te garantis que l'amnésie est courante, on oublie tout. Alors pour rappel, on a le 18 pour les pompiers. Oui, le 18 face à un incendie ou un accident complexe. Ensuite, le 15 pour le SAMU s'il s'agit d'une détresse purement médicale, genre un malaise cardiaque. Le 17 pour la police si la sécurité publique est menacée. Et bien sûr le 112 qui centralise tout au niveau européen, surtout depuis un téléphone portable. Et l'insistance du manuel sur la façon de communiquer, elle est frappante. Il y a une règle absolue, c'est de ne jamais, sous aucun prétexte, raccrocher le premier. Jamais. C'est le régulateur qui décide quand l'appel est terminé. Il faut rester en ligne, décrire l'état de la victime, détailler son âge approximatif, expliquer la nature de l'accident, préciser ce qui a déjà été entrepris. Enfin, on a l'impression d'assister à un véritable interrogatoire de triage médical à distance. Parce que c'est exactement ce que c'est en fait. L'alerte, c'est pas une démarche administrative pour commander un taxi sanitaire. C'est le moment précis où le traitement médical démarre. Dès le coup de fil. Dès la première seconde. Le médecin régulateur qui écoute, au bout du fil, analyse la voix, les bruits de fond derrière et surtout les mots employés pour prendre une décision hyper cruciale. Faut-il envoyer une simple ambulance pour un transport léger ou déclencher une équipe de réanimation lourde avec un hélicoptère? Ça change tout. Si le message est brouillon ou incomplet, le délai d'intervention s'allonge. Et en traumatologie, chaque minute de temps perdu aggrave les lésions de façon géométrique. Le temps perdu, justement, c'est la transition parfaite pour la suite. Même si l'alerte est passée avec une précision chirurgicale, les secours, ils se téléportent pas. Malheureusement non. Et il y a des situations où la mort frappe en quelques poignées de minutes. C'est à ce moment-là que le manuel abandonne l'observation pour passer à l'action physique. Et là, l'approche devient fascinante. On rentre dans la mécanique du corps. C'est ça, ouais. Le livre traite le corps humain non pas comme un organisme mystérieux, mais presque comme un système mécanique, une machinerie avec des fluides et des pressions qu'il faut réguler d'urgence. Prenons le cas classique de l'étouffement. Quelqu'un s'étrangle totalement avec un morceau de viande au restaurant. Une urgence absolue. Le manuel impose une séquence très stricte. D'abord 5 claques vigoureuses dans le dos, entre les omoplates, et si le blocage persiste, on passe aux fameuses compressions abdominales, la fameuse méthode de Heimlich. Cela soulève une question importante. Pourquoi exactement cette séquence et comment ça marche physiquement? En fait, les 5 claques n'ont pas pour but de faire mal à la personne. Elles visent à provoquer une vibration intense et un mouvement de tout réflexe pour déloger l'objet. Un peu comme taper sur le fond d'une bouteille de ketchup. C'est une bonne image, oui. Et si l'obstacle est vraiment trop coincé, on utilise l'air qui reste emprisonné dans les poumons de la victime. En se plaçant derrière elle et en tirant brusquement le poing dans le creux de l'estomac, vers le haut, on vient pousser le diaphragme. Et ça fait quoi au juste? Ce muscle remonte violemment, écrase les poumons et crée une surpression pneumatique massive dans la trachée. C'est de la physique des gaz, tout ce qu'il y a de plus élémentaire. L'air compressé cherche la sortie et propulse le morceau de viande comme le bouchon d'une bouteille de champagne. La mécanique des fluides appliquée à l'humain, incroyable. Mais bon, c'est là qu'on réalise aussi l'importance d'adapter l'outil à la machine. Le manuel précise bien qu'on ne fait surtout pas une manœuvre de Heimlich sur un nourrisson. Ah, surtout pas. On risquerait de lui broyer les organes internes. Pour un bébé,
La procédure demande de le placer à plat ventre sur l'avant-bras, la tête maintenue légèrement vers le bas, de donner 5 petites claques entre les omoplates, puis de le retourner et de faire 5 compressions sur le devant du thorax avec seulement 2 doigts. L'idée de base reste la même, mais l'échelle de force est totalement recalibrée. Cette comparaison avec un système sous pression, elle est d'autant plus pertinente quand on aborde le sujet des hémorragies. Une artère sectionnée, c'est littéralement une tuyauterie à haute pression qui cède. La pompe cardiaque continue de tourner et vide le circuit. Et pour arrêter ça, la méthode privilégiée par le manuel est basique mais redoutable. Il faut appuyer fort à l'endroit qui saigne, ce qu'on appelle la compression manuelle directe. On met un chiffon propre, ou sa main nousse si on n'a rien d'autre sous la main, et on appuie de tout son poids. C'est le geste qui sauve par excellence. Sauf que, et c'est là qu'on tord le cou aux idées reçues véhiculées par le cinéma d'action, le garrot est formellement décrit comme l'ultime recours. Dans les films, le héros sort sa ceinture et fait un garrot en 3 secondes au moindre petit saignement. Le manuel de 2001, lui, s'en méfie comme de la peste. Et a raison. Il exige même qu'on note l'heure exacte de la peau sur le fond de la victime. Le problème du garrot, c'est qu'il est complètement aveugle. Une compression locale, avec la main, ça bouche uniquement le trou. Un garrot posé sur une cuisse, par contre, ça coupe totalement et indistinctement toute la circulation sanguine vers le reste de la jambe. Donc le reste de la jambe n'est plus irrigué. Plus du tout. Plus aucune cellule en dessous du lien ne reçoit d'oxygène. Au fil des minutes, les tissus musculaires et nerveux commencent à suffoquer puis à mourir. C'est ce qu'on appelle la nécrose. Et c'est irréversible. Pourquoi le garrot est une décision super dramatique ? En fait, on accepte de sacrifier potentiellement un membre pour sauver la vie globale de l'individu. Et seul un médecin réanimateur ou un chirurgien aura le droit de le desserrer. C'est un choix terrible, vraiment. Mais c'est l'essence même du premier secours, prioriser. Bon, alors, on a géré les fuites et les blocages évidents. Mais le guide nous emmène ensuite vers ce qui est peut-être le scénario le plus déroutant pour un profane. C'est l'énigme de l'inconscience. Ah, l'inconscience. La victime est allongée, il n'y a pas la moindre goutte de sang, aucun morceau de travers, mais c'est comme si l'ordinateur central s'était éteint. Il n'y a plus de pilote dans l'avion. C'est le carrefour décisionnel absolu en médecine de rue. Et tout se joue sur une seule fonction vitale, la respiration. La première étape enseignée, c'est d'évaluer l'état de conscience en stimulant la personne. On lui dit « serrez-moi la main, ouvrez les yeux ». Et sans réaction, le diagnostic tombe, c'est l'inconscience. Il faut alors immédiatement dégager les voies aériennes. On bascule doucement la tête en arrière et on soulève le menton pour décoller la langue du fond de la gorge. Et ensuite vient le test crucial. On approche son oreille de la bouche de la victime, on regarde le ventre se soulever, on écoute le souffle. Et là, le manuel fixe une contrainte temporelle redoutable. Cette vérification doit durer 10 secondes maximum. Pas une de plus. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Pourquoi précisément 10 secondes? Quand on est en panique, 10 secondes à fixer un ventre, ça ressemble à une éternité. Ou à l'inverse, ça paraît atrocement court pour décréter qu'un humain a cessé de vivre, non? C'est vrai que ça paraît contre-intuitif, mais ce laps de temps de 10 secondes, c'est un compromis physiologique parfait. La psychologie du stress altère complètement notre perception du temps. Si on n'écoute que 2 ou 3 secondes au bord d'une rue bruyante, avec le cœur qui bat à la chamade, on a d'immenses chances de rater un souffle qui serait léger ou espacé. On croirait qu'il est mort alors qu'il respire encore. C'est ça, on déclarerait à tort la personne en arrêt respiratoire, déclenchant des gestes très lourds et inadaptés. À l'inverse, si on observe pendant 30 ou 40 secondes pour être absolument sûr et que le cœur est réellement arrêté, on vient de gaspiller un temps cérébral hyper précieux. Chaque seconde compte pour le cerveau. Voilà. 10 secondes, ça permet de capter au moins un cycle respiratoire, même très faible, sans amputer les chances de survie en cas d'arrêt cardiaque réel. D'accord, c'est limpide. Bon, admettons qu'au bout de ces 10 secondes, on entende un souffle. La victime respire, mais elle reste dans le coma. Le manuel est catégorique, il ne faut surtout pas la laisser sur le dos. Ah non, jamais sur le dos. C'est là qu'intervient la fameuse position latérale de sécurité, la PLS. On bascule la personne sur le côté. Et quand on s'y penche, l'explication anatomique est juste géniale. Une personne inconsciente perd tout son tonus musculaire. Or, la langue, c'est un muscle. Un gros muscle même. Et sur le dos, cette masse musculaire s'affaisse et obstrue l'arrière-gorge, par simple gravité. Sans parler des sécrétions naturelles ou des vomissements qui risqueraient d'inonder les poumons. En la roulant sur le côté, la gravité travaille soudainement pour la survie. La langue retombe vers l'avant, ça dégage la trachée, et les fluides s'écoulent naturellement vers le sol. C'est brillant de simplicité en fait. C'est ça qui est beau. La PLS transforme la gravité, qui était une menace mortelle, en outil de protection des voies aériennes. Mais imaginons le scénario noir.
Au bout des 10 secondes, rien. Pas de souffle, pas de mouvement. C'est l'arrêt respiratoire, très vite suivi de l'arrêt cardiaque. Le pire scénario. On alerte les secours et on attaque la réanimation cardiopulmonaire, la RCP. On commence par 2 insufflations pour voir si le thorax se soulève, puis on enchaîne avec les compressions thoraciques. Mais il y a un détail subtil dans l'ouvrage et qui mérite vraiment toute notre attention. Ah, lequel? La règle dit que si l'on est totalement seul face à un adulte en arrêt cardiaque, on doit immédiatement laisser la victime sur le sol pour courir alerter les secours avant de commencer les massages. C'est exact. Par contre, si c'est un enfant, un nourrisson ou une victime de noyade, le protocole s'inverse. Il faut d'abord pratiquer 1 minute entière de réanimation avant de s'éloigner pour appeler. Je trouve cette distinction incroyable. Pourquoi on traite un enfant si différemment d'un adulte sur ce point ultra précis? C'est l'une des nuances les plus élégantes et vitales de ce manuel. En fait, elle repose sur la cause profonde de l'arrêt du cœur. Lorsqu'un adulte s'effondre brusquement dans la rue, le problème est presque toujours électrique. Une crise cardiaque? Voilà, une fibrillation. Le cœur s'arrête net, mais à cet instant précis, le sang qui stagne dans ses veines est encore super richement chargé en oxygène. La seule chose qui fera repartir ce cœur, c'est un choc électrique délivré par un défibrillateur apporté par les secours. Donc, aller donner l'alerte prime sur tout le reste, car c'est le seul moyen d'obtenir ce matériel. D'accord. Le cœur adulte est en court-circuit. Mais pour un enfant ou un noyé, il se passe quoi alors? Chez l'enfant, le cœur, il est généralement très sain. Quand il s'arrête, c'est la plupart du temps l'aboutissement d'une lente asphyxie, d'un manque prolongé d'oxygène. Tu vois, comme lors d'un étouffement sévère ou d'une noyade. On appelle cela l'hypoxie. Donc son sang n'a plus d'oxygène du tout. C'est ça. Au moment où le cœur de l'enfant lâche, son sang est déjà totalement épuisé, vidé de la moindre particule d'oxygène. Si le sauveteur part en courant chercher un téléphone à ce moment-là, les cellules du cerveau de l'enfant vont mourir irrémédiablement dans les minutes qui suivent. Ah ouais, c'est terrible. En imposant 1 minute de bouche à bouche et de massage avant de partir appeler, le sauveteur force de l'oxygène frais dans les poumons et l'expédie vers le cerveau. Il offre un sursis biologique hyper crucial à la victime avant de s'absenter même brièvement. C'est de la haute couture médicale adaptée à l'instant T. Bon, on a beaucoup parlé des urgences absolues, tu sais, les arrêts cardiaques, les hémorragies foudroyantes. Mais il faut être honnête, dans la vraie vie, l'immense majorité des interventions se déroulent dans des conditions un peu moins spectaculaires. Heureusement. La victime est réveillée, elle nous parle, mais un dysfonctionnement grave opère à l'intérieur. C'est tout le domaine des malaises et des traumatismes conscients. Et c'est paradoxalement là que le sauveteur se sent souvent le plus démuni. Parce que la victime interagit, elle exprime sa douleur ou son angoisse, et il faut savoir gérer cette communication tout en agissant. Le manuel décrit d'ailleurs parfaitement ces signaux d'alarme silencieux. Tu sais, une douleur fulgurante qui serre la poitrine en étau et qui irradie dans le bras, des sueurs froides inexplicables, une paralysie soudaine d'un membre, une difficulté articulée. Les signes typiques de l'infarctus ou de l'AVC. Et face à cela, le geste principal est d'une grande sobriété. C'est la mise au repos absolue. On interdit à la personne de marcher ou de faire le moindre effort. Ensuite, le manuel demande aux citoyens de se muer en détective médical. Il faut poser des questions très ciblées. Depuis combien de temps avez-vous mal? Est-ce la première fois? Prenez-vous des médicaments? Avez-vous été hospitalisé récemment? Et ces informations valent de l'or pour le médecin du SAMU qui prendra l'appel dans la foulée. Si on relie cela au tableau d'ensemble, l'objectif n'est évidemment pas de poser un diagnostic médical. C'est formellement interdit et impossible sans équipement. On n'est pas médecin, c'est clair. Le but, c'est de figer la situation, de collecter l'historique brut de la victime pendant qu'elle est encore capable de parler, car son état de conscience peut sombrer à tout instant. Ce qui est encore plus frappant dans la gestion des traumatismes, c'est la façon dont le manuel utilise la posture corporelle elle-même comme un véritable médicament. C'est vraiment impressionnant. Prenons une plaie grave au thorax, par exemple à la suite d'un accident ou d'un coup de couteau. On n'allonge surtout pas la personne à plat. On la met en position demi-assise, le dos appuyé contre un mur. Et sais-tu pourquoi ? Bah ouais, parce que cette inclinaison utilise la gravité pour faire redescendre la masse des organes abdominaux, ce qui libère le diaphragme et permet aux poumons meurtris de se gonfler plus facilement. Exactement. La gravité devient un outil thérapeutique, tout comme dans la PLS, mais pour une indication totalement différente. Et ça continue. S'il s'agit d'une plaie à l'abdomen, la consigne est d'allonger la victime sur le dos, mais avec les cuisses fléchies. L'explication musculaire est passionnante. Quand on allonge les jambes, les muscles psoas et les fascias de la paroi abdominale se tendent, ce qui comprime et tire sur les organes blessés, provoquant une douleur atroce et un risque d'aggravation. On crée une tension interne. C'est ça. En fléchissant les genoux, on donne du mou à toute la ceinture abdominale. On relâche la pression interne. C'est fascinant.
Pareil pour les brûlures graves. Le réflexe, c'est de passer la peau sous l'eau froide, mais le livre insiste sur une durée. C'est 5 minutes au minimum, à l'eau courante. L'eau ne sert pas juste à nettoyer la plaie, en fait. Non, pas du tout. Le problème de la brûlure, c'est que la chaleur emmagasinée pénètre profondément dans les chairs. Même si la flamme est éteinte, l'énergie thermique continue de cuire et de détruire les cellules en profondeur. Arroser pendant 5 minutes, c'est utiliser l'eau comme un dissipateur thermique pour extraire physiquement cette chaleur résiduelle et stopper la destruction en chaîne des tissus. C'est fou, hein? Chaque consigne de posture, chaque durée indiquée répond à une nécessité anatomique ou thermodynamique stricte. C'est l'illustration parfaite du rôle de ce fameux premier maillon. Face à un traumatisme sévère, le rôle du citoyen, c'est pas de guérir. Il a ni bistouri, ni salle d'opération. Son but, c'est juste de stabiliser. Sa mission, c'est d'empêcher l'aggravation. Figer le temps, en fait. Empêcher une vertèbre fracturée de cisailler la moelle épinière en maintenant fermement la tête à deux mains, empêcher une brûlure de creuser l'hypoderme, empêcher un cœur en souffrance de s'épuiser. Ces gestes, ils maintiennent le système humain dans un équilibre précaire jusqu'à l'arrivée des équipes spécialisées. En parcourant cette édition de 2001, on se rend compte à quel point cette logique froide et structurée traverse le temps sans prendre une ride. Ce livre prouve de manière implacable qu'en pleine tourmente, la simple compassion, le désir d'aider ou la bonne volonté ne suffisent pas. Parfois, il tue, même. C'est la méthode pragmatique qui sauve, cette checklist mentale inflexible. Y a-t-il un danger persistant? La personne réagit-il? L'air passe-t-il? Le sang reste-t-il à l'intérieur? En intériorisant le fonctionnement physique du corps humain, comme on vient de le faire, ces gestes perdent leur côté arbitraire pour devenir une évidence biomécanique. C'est vraiment une armure intellectuelle contre le chaos de l'imprévu. Quand on sait comment une machine fonctionne, on sait comment la réparer de manière temporaire. Et cela m'amène à une dernière réflexion qui remet un peu les choses en perspective. À notre époque, on souscrit à toutes sortes de contrats très onéreux. On paye des fortunes chaque année pour assurer un bout de tôle contre les éraflures, pour protéger un téléphone portable contre la casse ou pour se prémunir des dégâts des eaux. C'est vrai. Mais au fond, la police d'assurance la plus puissante, la plus absolue qui puisse exister sur cette planète, elle figure dans aucun registre bancaire. Elle ne coûte pas d'argent. Elle réside simplement dans le croisement de deux mains nues et d'un esprit méthodiquement préparé. Il est bouleversant de réaliser que la technologie de pointe la plus vitale, celle qui protège notre entourage ou de parfaits inconnus, c'est le savoir humain pur. Une belle conclusion. Imaginons un instant qu'on marche dans la rue avec cette certitude ancrée en tête. Si le pire survient, on n'est plus ce figurant terrorisé en arrière-plan. On devient, l'espace de ces quelques minutes où le monde retient son souffle, la fine ligne de démarcation entre la fin d'une histoire et la vie qui continue. Merci d'avoir suivi cette exploration approfondie. C'est un sujet qui donne viscéralement envie de refermer les livres de théorie pour pousser la porte d'une association et pratiquer sur des mannequins. Et c'est vivement conseillé, oui. Car si la compréhension dissipe la peur, seule la pratique ancre les gestes. Gardons cet esprit d'analyse et ce calme intérieur la prochaine fois qu'une sirène retentira ou qu'une urgence se présentera. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de la connaissance.